La piste de 98, la suite. Roman de Robert Williams Service sous le titre original The Trail of 98, donc sur l'épopée de la ruée vers l'or au Klondike, fut un roman qui eut un immense succès dans les pays anglo-saxons et qui fut assez rapidement mis en scène et adapté donc au cinéma du temps du cinéma muet en 1928 par la MGM et dirigé par Clarence Brown, avec notamment dans le rôle phare de Berna, Dolores Del Rio, un film qui a encore participé à propager la culture du Grand Nord canadien et de cette épopée qui restait dans les esprits. Mais avant l'adaptation de The Trail of 98, un autre réalisateur s'était inspiré de la piste de 98 dans son propre film The Gold Rush. Je vais bien sûr parler de la ruée vers l'or de Charlie Chaplin. En effet, donc à l'époque du projet de son film, il s'était largement inspiré de certaines scènes, atmosphères et histoires que Robert Service avait consignées dans la piste de 98. Les deux auteurs avaient échangé et à la sortie du film de Charlie Chaplin, ce film démarrait par un poème de Robert Williams Service, The Spell of the Yukon, donc qui était récité avec un orchestre. Vous savez, à cette époque où les films étaient projetés avec un orchestre, une musique, même une récitation. Donc, je vais reprendre ma lecture et je ressaute encore quelques pages pour conserver l'intrigue du roman. Et donc j'arrive à un autre passage. Donc les héros sont arrivés au Klondike, ils ont franchi la Chilkoot Pass, ils sont non loin de Dawson City. Et les deux protagonistes, Berna et notre héros, se sont retrouvés. Chapitre 15. Comment pouvez-vous m'aider ? Je lui pris les deux mains et je la regardai dans les yeux. En vous épousant, voulez-vous être ma femme ? Non. Je sursautai. Berna, non, je ne vous épouserai pas. Fussiez-vous le dernier homme vivant sur la terre, s'écria-t-elle avec véhémence. Mais pourquoi ? dis-je, en essayant de garder mon calme. Parce que vous ne m'aimez pas. Mais si, je vous aime, Berna. Je tiens à vous, j'y tiens, et c'est pourquoi je vous demande de m'épouser. Oui. Mais vous ne m'aimez pas de la manière merveilleuse dont vous m'avez parlé. Oui, je le sais. Il y a dans votre sentiment seulement de l'amitié et de la pitié. Ce serait différent si le mien était pareil au vôtre, si je ne vous aimais pas tellement davantage. Oh Berna, vous m'aimez aussi. Comment puis-je le savoir ? Comment puis-je définir ce que j'éprouve ? Comment peut-on d'abord jamais le définir ? On le peut, répondis-je. L'amour n'a pas de limite, pas de borne. Il garde toujours quelque chose en réserve. Chaque cœur possède sa clé. Pauvre insensé. Nous nous imaginions des comparses dans le drame de l'amour. Je me levai. Depuis l'instant où je vous ai vu pour la première fois, je vous ai aimé. Je vous ai même aimé longtemps avant de vous connaître. Je vous attendais. Tout d'abord, je n'ai pas compris. Je ne savais pas ce que cela voulait dire. Mais maintenant, je le sais, sans pouvoir en douter. Il n'y a jamais eu que vous pour moi. Depuis le commencement des temps, il était décidé que je vous aimerais. Et vous, comment m'aimez-vous ? Elle s'était levée aussi pour écouter mes paroles. Elle ne me permit même pas de la toucher, mais il y avait une grande lumière dans ses yeux. Elle parla enfin. Sa voix était toute vibrante de passion, et je ne contenais plus trace d'indifférence. N'avez-vous donc pas vu ? N'avez-vous donc point senti ? Le jour où nous étions tous les deux dans l'embarcation qu'emportaient les flots tumultueux du rapide, l'amour est venu à moi
tel que je ne l'avais jamais rêvé. L'allégresse, l'extase, l'angoisse se mêlaient. Oh, et j'ai souhaité de sombrer dans vos bras, afin de nous tenir enlacés dans la mort. Mais vous êtes retournés à l'amitié, et j'ai senti une barrière de glace entre nous. Je vais essayer de me détacher de vous. Maintenant, laissez-moi, car je ne veux plus jamais vous voir. Mais s'il le faut, consentez Bernard, je vendrai tout pour gagner votre amour, ma chérie, je ramperai sur la terre. Si vous m'appeliez, je viendrai du bout du monde, dans la nuit et sous la tempête. Je vous aime tant, Bernard. Je lui parlais avec une exaltation passionnée. Pourtant, elle demeura froide et insensible. N'avez-vous donc pas autre chose à me dire que ces belles paroles demanda-t-elle. Épousez-moi, épousez-moi, répétai-je. Maintenant? Maintenant? La soudaineté de sa demande me fit l'effet d'une douche froide. Dieu m'est témoin que je brûlais d'amour pour elle, mais je ne sais pourquoi les conventions me retenaient. Maintenant, si vous le désirez, balbutiai-je, mais il faudrait peut-être mieux attendre que nous arrivions à Dawson et que j'ai pu gagner un peu d'argent. Donnez-moi 1 an, Bernard. 1 an et puis... 1 an? Le rayon d'espoir s'éteignit dans ses yeux. Pour la 3e fois, elle était déçue par ma faute. Pourtant, ma maudite prudence était la plus forte. Oh, mais ce temps-là passera vite, chérie. Vous ne courrez aucun danger. Je serai près de vous et je veillerai sur vous. Je la rassurai de mon mieux. Et il me semblait que sa voix se brisait. Son visage suppliant se creusait. Et il prit une expression de tristesse infinie. Mon ami, je vous aime plus que tout au monde, et j'espérais tant que vous m'aimiez assez pour m'épouser dès maintenant. C'est bien, nous attendrons 1 an. Oui, croyez-moi, ayez confiance en moi, ma chérie, tout ira bien. Je travaillerai pour vous comme un esclave. Je ne penserai qu'à vous, et dans 12 mois, je vous donnerai ma vie pour vous rendre heureuse. Vraiment, mon ami? Bien. Cela n'a plus d'importance. Je vous ai aimé. Pendant toute la nuit, je luttais contre moi-même. Je sentais que j'aurais dû épouser Berna tout de suite, pour la protéger contre les dangers qui la menaçaient. Elle était comme un agneau au milieu d'une bande de loups. Je résistais pourtant à l'appel de ma conscience. J'étais jeune, et le mariage me paraissait un acte extrêmement grave. Avant même que le camp se fût levé, je me levai. Non, c'est décidé, j'épouserai Bernard ce jour même. Un sentiment de soulagement s'était emparé de moi. Comment avais-je pu hésiter? J'étais transportée d'allégresse, je me hâtais d'aller lui annoncer ma décision et je me figurais sa joie. J'étais tout tremblant, des mots d'amour frémissaient sur mes lèvres. Lorsque j'atteignis l'endroit où elle campait, je regardais sans comprendre. J'eus l'effroyable impression que j'avais tout perdu et que ma vie n'était plus que ruine. La péniche avait disparu. Chapitre 16. Nous ne partîmes que 3 jours plus tard, et chacun de ces 3 jours eut pour moi la longueur d'une année. Je me révoltais amèrement contre les circonstances qui nous retardaient. Ces sacs à farine ne sécheraient-ils donc jamais? Je regardais ardemment le grand Yukon bleu, et je maudissais le courant qui à chaque minute entraînait Bernard plus loin de moi. Pourquoi cette fuite soudaine? J'avais la certitude qu'on l'avait obligé à se mettre en route. Nous partîmes enfin. Une fois de plus, nous suivîmes le cours du fleuve perfide. Le paysage me parut affreux. Nous n'apercevions que des blocs de terre glaise parsemés de pins, des plaines bordées de saules, des marais, d'âpres collines. Le fleuve décrivait d'innombrables courbes et finissait par m'obséder. Enfin, le lac Labarge apparut. La piste allait bientôt se terminer. Toutes voiles déployées, nous partîmes sous le vent et nous trouvâmes à nouveau au milieu de toute une flottille. Au milieu de cette atmosphère paisible,
Des myriades de moustiques nous assaillaient, nous aveuglaient, s'abattaient sur nos aliments, nous rendaient l'existence insupportable. Mais nous touchions à l'extrémité de la piste. Nous éprouvâmes un immense soulagement lorsqu'une tempête soudaine éclata. Les rafales nous jetèrent sur une côte escarpée et nous faillîmes périr, mais nous parvîmes à la longue jet sans faire naufrage. Nous entrâmes enfin dans la rivière des 30 miles. C'était un torrent furieux qui s'harmonisait en quelque sorte avec notre fièvre et qui était parsemé de dangers. Crispés sur nos avirons, il nous fallait être sans cesse aux aguets afin d'éviter les récifs. Big Salmon, Little Salmon, ce ne sont plus maintenant pour moi que des noms. Je ne me souviens plus que des longues journées de fatigue. La tension perpétuelle avec laquelle nous vivions commençait à nous éprouver. Nous souffrions de rhumatisme, nous étions transis de froid. Je me rappelle, un dimanche soir au crépuscule, notre bateau glissait doucement et nous atteignîmes une ravissante petite anse. 2 hommes, descendus à terre, y sciaient des planches. Nous les hélâmes gaiement en leur demandant s'ils avaient trouvé un gisement et s'ils fabriquaient des caisses pour y mettre leurs lingots. L'un d'eux s'approcha. Il paraissait fatigué et triste. « Non, répondit-il, nous faisons un cercueil. » Nous aperçûmes alors un corps étendu dans leur canot et nous poursuivîmes notre route sans entrain. La rivière avait maintenant la teinte de la boue et le pays me paraissait sinistre, maudit. À l'horizon, des montagnes pelées se découpaient sur le ciel. Il faisait horriblement chaud pendant la journée et les nuits étaient froides et nous étions sans cesse tourmentés par les moustiques. Soudain, après un tourment, nous poussâmes un cri de joie. Au pied de la montagne, d'innombrables tentes se dressaient. C'était la cité de l'or. Plusieurs hommes s'approchèrent de nous. Ils étaient étrangement calmes. « Où est l'or » demanda le prodige. « Y a-t-il encore beaucoup de terrain à louer ?» L'un des hommes nous regarda avec mépris et mâcha sa chique un moment avant de répondre. « Vous ferez mieux de rentrer chez vous, vous autres. Il n'y a plus un pouce de terrain à louer. Tout a été pris à l'automne et le reste n'est que de la boue. Il n'y a rien à y faire et il y a 10 hommes pour chaque travail. » Plusieurs se préparèrent à le faire, mais qu'allait-il advenir de la grande horde dont nous n'étions que l'avant-garde? Les lamentables embarcations des malheureux qui la composaient emplissaient les lacs et les rivières sur des centaines de miles. Derrière eux, il y en avait des milliers d'autres encore, harcelés par les moustiques, ployant sous leur fardeau. Audacieux, indomptables, pleins d'espoir, ils gravissaient les passes, traversaient les rapides. Ils se noyaient dans les torrents, ils croupissaient dans les marécages. Rien ne pouvait les arrêter. L'aimant doré les attirait. La fascination de l'or emplissait leur cœur. Livre 3, Le camp. Chapitre 1er. Je me rappellerai toujours mon premier jour dans le camp de l'or. L'entrée de la Bonanza était obstruée par des baraquements. Des huttes et des tentes se dressaient sur le versant, parsemaient les hauteurs et se massaient à nouveau sous la pente qui s'inclinait vers le Klondike. Le camp était vivant et vibrant d'énergie. La ville n'était composée que d'une seule rue qui longeait la rive. Les hommes flânaient sur le seuil des bâtiments mal assortis. Il y avait des magasins d'approvisionnement de toutes sortes, des cafés, des tripots sans nombre, et dans un seul groupe de maisons florissait une demi-douzaine de dancing. Pourtant, tous paraissaient prospères. Plusieurs établissements de commerce étaient installés sous les abris précaires. Une entreprise minière occupait une grande tente. De toutes petites baraques en planches avoisinaient les hôtels prétentieux à 3 étages. L'effet était étrange. Tout paraissait ridicule,
provisoire. La foule qui animait les rues était tout aussi cosmopolite. Je vis un grand nombre de femmes aux allures hardies et libres. Je cherchais Berna. Mon cœur la réclamait. Mon esprit était tellement plein de son souvenir qu'il n'y laissait place pour aucune autre pensée. Nous nous aperçûmes en effet qu'il ne restait guère de terrain à jalonner. Les règlements miniers étaient assez vagues et changeaient fréquemment. Plusieurs cours d'eau étaient déjà entièrement affermés, mais on découvrait sans cesse de nouveaux filons vers lesquels il y avait aussitôt de nouvelles ruées. Aussi, après nous être concertés, nous nous décidâmes à réserver notre droit d'enchérir jusqu'à ce qu'une bonne occasion s'offrît. Il y avait là pour nous un pénible réveil, car comme toutes les autres, nous nous étions attendus à trouver un sol plein d'or. Mais comme il nous était possible de travailler, nous ne voulûmes pas nous laisser décourager. James nous avait déjà abandonnés. Il était dans l'Eldorado, où il tamisait de la terre à pépites pour 10 $ par jour. Je me décidai à le suivre. Jim aussi se mettait à l'œuvre, tandis que le prodige resterait pour défendre nos intérêts et louer ou acheter une bonne concession. Nous formions ainsi des projets, assis sur notre petite tente près de la plage. Sur une largeur de plus d'1 kilomètre, la grève était bordée de 5 rangs de bateaux. Des péniches avaient été tirées sur le sable et leurs propriétaires y vivaient. Le pays était aux mains d'une bande de fonctionnaires corrompus qui s'enrichissaient en trafiquant de leur influence. Des permis étaient octroyés par faveur, des concessions vendues, des droits d'importer les spiritueux accordés. Tous les abus se donnaient libre cours. C'était le règne de la vénalité et de l'injustice. « Rentrez chez vous, nous disait-on. Les règlements miniers sont arbitraires, chaque parcelle de terrain est prise. Et même si vous trouviez quelque chose de bon, les maudits requins du gouvernement vous l'arracheraient. » Dites-moi, mes amis, je crois que j'ai fait une excellente affaire, nous déclara le prodige en pénétrant sous notre tente. J'ai acheté sur la grève 3 équipements complets à 25% de moins que ce qu'ils valent à Seattle. C'est le moment de faire des transactions semblables, car il y a des gens qui sont si las de tout qu'ils n'ont qu'une idée, celle de partir et de mettre des centaines de milles entre eux et cet endroit maudit. Ils ne veulent plus entendre parler du Yukon. Je vais continuer à me procurer ainsi des équipements et vous verrez que je gagnerai beaucoup d'argent. C'est mal de profiter de la détresse des autres, fis-je observer. Aucunement, ce sont les affaires, mon petit. Tout Écossais que vous êtes, vous ne ferez jamais fortune. Cela n'est rien, déclara Jim. Je vais vous raconter le marché que j'ai négocié aujourd'hui. Vous vous rappelez que j'ai emporté un fer à repasser et que vous m'avez tous déclaré que j'étais fou. Mais j'avais tenu bon. Il y a parfois des soirées ici, et il est agréable de pouvoir mettre alors une jolie chemise blanche. D'ailleurs, avais-je pensé, s'il n'y a personne pour qui s'habiller dans le désert, je m'habillerai pour le Seigneur. J'avais donc tenu à garder mon fer. Il cligna de l'œil et continua. Il paraît qu'il n'y en a que 3 autres dans tout le camp. Pourtant, les élégants veulent avoir des chemises à nous donner, et toutes les Jézabel peintes veulent que leur linge ne laisse rien à désirer. Les repasseuses ont donc le plus grand besoin de fer. Je ne voulais pas vendre le mien, mais la vieille négresse qui dirige la blanchisserie du Bon Ton et qui est une sœur en Jésus-Christ est venue me trouver avec des larmes dans la voix et m'a décidé à m'en séparer. « Pour combien, Jim ?» Je n'ai pas voulu exploiter la vieille. Aussi, je lui ai laissé pour un prix raisonnable. « Mais combien ?» Vous comprenez, il n'y en a que 3 ou 4 dans tout le camp. Je lui en ai demandé 150 $. Et elle m'a pris au mot, m'a vite emmené dans un bureau de change et m'a payé en poussière d'or. Et il la jeta devant nous un tout petit sac.
Ce n'est pas mal, dis-je. D'ailleurs ici, tout paraît sans dessous-dessous. Aujourd'hui, j'ai vu venir un homme qui avait une caisse de pommes. La foule l'a supplié de l'ouvrir. Et il les a vendues $1 chacune. Et on se battait pour les avoir. Il en est de même pour tout. Et les prix fabuleux sont atteints. J'errais une fois de plus dans la longue rue, le cœur plein d'angoisse. Où était-elle, ma petite Berna, qui m'était devenue si chère depuis que je l'avais perdue? Si jamais j'avais été certain qu'elle était en sécurité, chaque fois que j'apercevais au loin une fine silhouette de femme, je croyais la reconnaître et mon cœur bondissait, mais j'étais sans cesse déçue. En proie à un tourment qui m'abattait de plus en plus, je gravis la montagne qui surplombe la cité de l'or. On l'appelle le Dôme, le Midnight Dome. Son flanc est fortement crevassé et est couvert par une éruption de longues traînées blanches. J'arrive au sommet. Je m'appuie à une pyramide de pierre et, fort impressionné, je regardais en dessous de moi. La vue était grandiose. À mes pieds s'étendait le puissant Yukon, semblable à certains endroits à un ruban d'argent, à d'autres à un lac de mercure. Il paraissait immobile, mort. La grande vallée était extraordinairement silencieuse. Cette contrée si vaste, si morne, était pleine de crevasses et de courbes. Les hauteurs environnantes faisaient penser à des géants assoupis. Au-delà de ce groupe de titans, très au-delà, apparaissait le profil rugueux des montagnes rocheuses. Elles semblaient se dresser contre le ciel, monstrueuses, effrayantes. Leur pente était extraordinairement découpée, hachée, farouche. Les pics vierges alternaient avec les vallées désolées, mais sauvagement sublimes. Je me tournai vers l'endroit où s'ouvrait la bouche de Bonanza, remplie de la fumée pourpre de nombreuses éruptions. La vallée de l'or, sur laquelle le silence avait plané pendant des siècles, était maintenant remplie de bruit et du fracas des luttes humaines. Berna se trouvait quelque part, dans une de ses tentes ou de ses huttes. Peut-être veillait-elle dans la crainte, peut-être versait-elle des larmes de désespoir. Il me fallait à tout prix la retrouver. Je revins vers la ville et parcourus une fois encore cette longue rue. Je rencontrai des mineurs vêtus de chemises de flanelle, de culottes de velours et de hautes bottes, des hommes de la piste couverts de lainage. Tous étaient bronzés, barbus, maigres et agiles. Je m'étonnais du sérieux de leur visage jusqu'au moment où je me souviens que le problème qu'ils avaient à résoudre était le plus grave entre tous. Ces êtres étaient aux prises avec un pays redoutable, et le soleil des jours sans fin semble voilé d'avance par les ténèbres interminables de la brume. Si seulement je pouvais retrouver Berna. J'achetai un numéro du journal Le Lingot et entrai dans un restaurant pour le lire. Tandis que je buvais mon café, mes yeux tombèrent sur une courte information qui me remplit d'espoir. Voilà ce que disait le bref article que je venais de lire. Jack Locasto perd $19 000. Une des plus fortes parties qui se soit jouée à Dawson a eu lieu hier soir à la salle Malamute. Jack Locasto de l'Eldorado, bien connu comme étant un des plus riches possesseurs de concessions de Klondike, Claude Terry et Charlie O furent les principaux partenaires d'une lutte qui coûta au premier $19 000. Locasto était venu à Dawson hier et on prétendait qu'avant de partir, il avait perdu déjà une somme de $5 000. Dans la soirée, il commença à jouer avec O et Terry, sans doute dans l'espoir de les regagner. La partie se prolongea
à peu près toute la nuit. Et c'est probablement lorsqu'elle se termina que Locasto perdit ses 19 000 $. C'est la plus forte perte individuelle qui se soit produite au cours d'une même séance de jeu dans toutes les annales du poker du Klondike. Jack Locasto, voilà! Pourquoi n'avais-je donc pas pensé à lui plus tôt? Si quelqu'un pouvait me renseigner sur l'endroit où se trouvait la jeune fille, c'était sûrement lui. Je me décidai à l'interroger sans retard. Je me hâtai donc de boire mon café et demandai au serveur émacié où je pouvais trouver le roi du Klondike. « Ah, Black Jack !» répondit-il. « Soit au Boy Tree, soit au Tivoli, soit au Monte Carlo. Il y a une forte partie de poker engagée et il est probable qu'il y soit. » Il était beaucoup plus de minuit, mais la lueur merveilleuse qui brillait dans le ciel emplissait le paysage d'un étrange enchantement. Malgré l'heure avancée, la ville semblait plus vivante que jamais. Des groupes conduisant des mulets chargés de battes partaient et voyageaient la nuit afin d'éviter la chaleur et les moustiques. La police montée patrouillait à travers la ville et leurs tuniques écarlates y mettaient une note vive. Ils allaient très raides, la bouche dure, les yeux perçants sous les larges bords de leurs chapeaux. On voyait des femmes partout. Elles fumaient, riaient, plaisantaient. Je me retrouvai près du poste de police et l'un des constables anglais, grand et mince, aux manières distinguées, se montra très serviable. « Oui, me dit-il en réponse à ma question, je crois savoir où trouver votre homme. Venez avec moi. » Tandis que nous marchions, nous échangeâmes nos impressions et il me parla en toute confiance. « Il n'y a pas longtemps que vous avez quitté l'Angleterre, n'est-ce pas ? » Je le pensais bien, moi, il y a 4 ans environ. Et je m'étais enrôlée à Regina. La vie dans la prairie est très différente de ce qui est ici, où l'on tourne sans cesse autour des baraques. Je suis à Dawson depuis 6 mois, mais je ne le regrette pas, car tout y est très intéressant, et j'aurais été navrée de ne pas avoir vu tant de choses si étranges. Il se fraya un passage à travers une porte encombrée, je le suivis. Dans une pièce mi-tripot, mi-café, mi-bar, occupée à un coin du salon, tout autour des murs, il y avait des tables pour le keno, le poker, la roulette et le faro. La salle était pleine d'hommes en rude aspect qui jouaient ou regardaient jouer. Ceux qui présidaient les tables portaient des visières vertes et leur appel strident « Venez amis !» perçait l'atmosphère en fumée. Je fus étonnée de voir notre vieille connaissance, Mosher, diriger le jeu à l'une des tables de poker. Il donnait les cartes avec une seule main et les envoyait à chaque joueur d'un mouvement adroit. Des mineurs achetaient des chips à l'homme du bar qui pesait sur une balance la poussière d'or qui était mise en paiement. Mon compagnon me désigna la porte fermée d'une pièce voisine et me dit « Les rois du Klondike sont là. Ils jouent depuis 24 heures et Dieu seul sait quand ils s'arrêteront. » Fin du chapitre de la piste de 98, lu par Charlotte Longépé. La suite à la prochaine lecture.